Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur ce webinaire qui est le troisième webinaire du cycle Santé mentale qui est organisé en 2025 par Ville et Territoire. Ville et Territoire, c'est une association qui agit comme un tiers facilitateur entre les services de l'État et les agents des collectivités en politique de la ville et qui organise des événements, donc des lieux d'échange et de rencontres pour les acteurs de la politique de la ville, le réseau partenarial et associatif, mais aussi les acteurs de droit commun. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire intitulé Agir pour la santé mentale en insertion, renouveler les approches et les pratiques d'accompagnement. On sort un petit peu de la politique de la ville en soi et on va plutôt parler des personnes qui sont salariées dans des structures d'insertion par l'activité économique ou des entreprises à but d'emploi, en sachant que vous verrez qu'on va parler aussi des relations entre accompagnants et accompagnés et que c'est des choses qu'on peut appliquer peut-être à d'autres types d'accompagnement que uniquement les personnes qui sont dans ces structures spécifiques. On est ensemble pour une durée d'environ 2 heures. Il y a un temps d'échange et de questions qui est prévu à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long des séquences. On va les recueillir pour y répondre à la fin. Ce webinaire est enregistré, donc si jamais vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Et un replay ainsi qu'un compte-rendu seront disponibles la semaine prochaine sur le site internet de Ville et Territoire pour les personnes qui n'auront pas pu y participer. Si jamais vous avez des problèmes techniques tout au long de ce webinaire, vous pouvez, pareil, nous le dire dans le chat. Et Andrea, qui est notre chargée de communication au sein de Ville et Territoire et que je remercie pour son aide aujourd'hui, se chargera de répondre à vos problèmes, à vos soucis logistiques. Pour vous présenter le déroulé de ce webinaire, juste passer la slide. Tout d'abord, je vais garder la parole quelques minutes, je serai rapide pour cadrer plus précisément le sujet et vous donner des éléments de définition. Ensuite, Monsieur Klein, qui est docteur en psychologie sociale et consultant en santé mentale au travail, et Monsieur De Oliveira, qui est maître de conférence en psychologie sociale à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, prendront la parole pour des propos introductifs pour vous présenter leur recherche. Et ensuite, on enchaînera sur différents témoignages. On accueille Madame Apolline Blanchet, qui est directrice et coordinatrice chez Casta Insertion en Ariège. On accueille également Angélique Domer, qui est directrice des richesses humaines au sein de l'EBE l'Abeille Verte à l'ODEV. Madame Virginie Poujol, qui est anthropologue et coordinatrice du laboratoire d'études et de recherche sur l'intervention sociale. Et Magali Blanc, qui est donc conseillère en insertion professionnelle au sein de l'association d'insertion Environnement Emploi Força Réal. Pour débuter, quelques propos introductifs pour cadrer le sujet. Donc, comme je l'ai dit, quand on parle de salariés en insertion dans ce webinaire, on va surtout parler des salariés qui sont dans un parcours d'insertion dans des structures d'insertion par l'activité économique. Donc, ça peut être des ateliers chantiers d'insertion, des associations intermédiaires, des entreprises d'insertion, des entreprises de travail temporaire et d'insertion. Mais chaque intervenant précisera sur quoi porte sa recherche ou son intervention. Et on a aussi donc des salariés qui sont dans un parcours dans des entreprises à but d'emploi. Dans le titre du webinaire, on parle également de santé mentale et on va parler tout au long du webinaire de ressources psychologiques, de ressources psychosociales. L'Organisation mondiale de la santé propose une définition de la santé mentale qui est l'état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie en communauté. Et on a également l'organisme Psycom, que vous devez certainement connaître, qui est un organisme public d'information sur la santé mentale, qui donne une définition qui est assez simple et claire, qui est que la santé mentale correspond à l'état psychologique ou émotionnel de la personne à un moment donné. Donc, on est bien dans une définition positive de la santé mentale, où la santé mentale, c'est un continuum qui va varier tout au long d'une journée, mais aussi tout au long de la vie d'un individu.
Et quand on parle de santé mentale, on ne parle pas uniquement de troubles de la santé mentale, mais bien de cet état de continuum entre bien-être et mal-être. Donc il y a 3 dimensions à la santé mentale, qui est donc la santé mentale positive, la détresse psychologique réactionnelle, donc qui peut nécessiter un accompagnement si ça s'inscrit dans la durée. Donc c'est quand une personne est dans un état de mal-être. Et on a après la catégorie des troubles psychiques. Donc, tout au long de son parcours de vie, un individu va développer des ressources psychologiques. Il y a des moments où il pourra rencontrer des obstacles qui vont peut-être affaiblir ses ressources. Et du coup, quand on parle de ressources psychologiques, ce sont des atouts que chaque personne peut utiliser pour essayer de mieux vivre une difficulté dans son parcours de vie. Euh, Si on prend donc le rapport de la Cour des comptes qui porte sur l'insertion par l'activité économique qui date de 2019, ça nous permet d'avoir quelques chiffres qui peuvent nous éclairer sur ce sujet. Et donc, on voit que il y a un certain nombre de salariés qui sont en insertion qui peuvent présenter, enfin, en tous les cas déclarer, présenter des problèmes de santé et de santé mentale, comme on voit sur ce graphique, et aussi qui peuvent avoir un manque d'estime de soi, une peur de l'autonomie. Voilà, donc on voit que ça peut aller jusqu'à environ 30% des salariés qui ressentent ça en choix 1 ou en choix 2, en sachant que ça, enfin, voilà, la peur de l'autonomie ou le manque d'estime de soi, ça peut aussi avoir un impact sur la santé mentale des salariés. C'est pas indiqué sur le graphique, mais dans le rapport de la Cour des comptes, on peut aussi lire qu'une proportion importante de salariés déclarent se sentir sentir avoir des troubles psychologiques. Donc, c'est plus de 20% des salariés qui déclarent cela. Et 23% des salariés déclarent aussi souffrir de solitude, qui ont aussi un impact sur la santé mentale et les ressources psychologiques des salariés. À la suite de ce rapport, on voit également la capacité pour les accompagnants et les accompagnés à obtenir des avancées concrètes selon les difficultés rencontrées par les salariés. Et donc, ce graphique nous indique que concernant les problèmes de santé psychique ou les problèmes d'addiction, qui sont aussi un trouble de santé mentale, il arrive que ça soit plus compliqué d'avoir des avancées sur ces sujets. Donc, si on prend les problèmes de santé psychique, dans 20% des cas, il est déclaré qu'il n'arrive jamais à avoir d'avancée sur ce sujet et ça monte à 80% si on le prend rarement. Enfin, voilà, rarement. On arrive rarement à avoir des avancées sur ce sujet. Et pour les addictions, c'est un peu plus de 10, dans 10% des cas qu'il n'y a jamais d'avancée et on monte à 75% si c'est déclaré rarement. Voilà, donc ces chiffres-là nous permettent un peu de cerner le sujet. Voilà, des personnes qui peuvent présenter des difficultés dans leur santé, enfin, des difficultés de santé mentale, de confiance en soi, de troubles psychologiques, et ça peut avoir un impact du coup dans leur parcours d'insertion. Donc ce webinaire, il se propose de répondre à plusieurs questions. La première question, ça va être quelle piste de solution pour répondre aux problématiques de santé psychique chez les salariés en insertion. Donc ça peut être des solutions qui ont été développées en interne par les structures ou aussi en externe avec la création d'un réseau partenarial. Et vous allez voir au cours des différents témoignages quelles solutions ont été pensées, mises en place, expérimentées par ces structures. Et ensuite, on verra aussi en quoi les modes et les pratiques d'accompagnement en insertion, les relations entre accompagnants et accompagnés, peuvent avoir un impact sur le développement des compétences psychologiques, des ressources psychologiques et des capacités d'agir des salariés en insertion, et comment on peut interroger et repenser la domination dans ces dynamiques d'accompagnement. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Monsieur Klein et De Oliveira, qui vont plutôt se concentrer sur la deuxième question. Ensuite, on aura des témoignages de différentes structures, vous allez voir, qui vont plutôt se concentrer peut-être pour répondre à la première question sur qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, mis en place. Et sur la dernière partie du webinaire, on reviendra
sur les interrogations qu'on peut avoir autour des pratiques d'accompagnement pour essayer d'aller un peu plus loin et interroger donc les modes de domination. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue et je vais laisser la parole du coup à messieurs Klein et De Oliveira. Merci Madame Pipeau. Du coup, je fais le partage d'écran. Est-ce que c'est tout bon? Oui, ça fonctionne, merci. Hop. Donc, merci. Tout d'abord, je tenais à vous remercier là, pour l'organisation de ce webinaire. C'est pas si habituel que ça qu'on fasse appel à nous pour parler de nos travaux. Donc, je vous remercie pour cela. Donc, je me présente. Moi, c'est Pierre De Oliveira. Je suis enseignant-chercheur en psychologie sociale. Et on va faire une communication à double voix, en fait. Anthony Klein va également parler dans cette communication parce que c'est les travaux qu'il a réalisés dans le cadre de son activité de thèse et qui datent d'il y a 3-4 ans maintenant. Alors, le projet, l'idée, c'était de vous présenter en fait une recherche qu'on a pu réaliser il y a 4-5 ans maintenant, qui s'est déroulée dans le cadre en fait, du pacte de solidarité en Côte d'Or, où on a été sollicité par le conseil départemental sur deux études, avec l'idée, c'était d'essayer de mieux connaître les publics en insertion et aussi d'évaluer, entre guillemets, les politiques qui étaient mises en place et la qualité des actions d'insertion qui étaient menées et quels étaient les effets, alors à plusieurs niveaux. Les effets à un niveau plutôt sociologique, c'est-à-dire que là, des collègues ont travaillé plutôt sur les parcours de vie. À un niveau plutôt psychologique, comme ça a été mentionné tout à l'heure, c'était plutôt au niveau des ressources, l'acquisition de ressources pour traverser ces périodes. Et puis, il y avait une dimension un peu plus quantitative ou économétrique, où là, c'était plutôt en lien avec les données de la CAF. Et les deux projets étaient... le premier projet, c'était est-ce qu'on peut évaluer les effets psychologiques d'un maintien de RSA lors d'une reprise d'emploi. Donc, je ne vais pas aborder ce thème-là, mais c'était intéressant. Et le deuxième, donc ce que je vais parler aujourd'hui, c'était donc d'étudier dans quelle mesure la participation à des ateliers et des chantiers d'insertion pouvait bénéficier aux salariés, aux usagers. Alors, avant de détailler un peu plus précisément la manière dont on a travaillé, c'est important de reprendre un petit peu comme les données de la littérature. Aujourd'hui, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau européen, il y a des méta-analyses. Donc, des méta-analyses, c'est des compilations de travaux sur le sujet, donc qui vont permettre de rassembler plusieurs milliers de participants et qui indiquent clairement un lien, un impact délétère sur la santé physique et le bien-être psychologique. Donc ça, toutes les données vont plutôt dans le même sens. Si on regarde précisément à quel niveau ça joue, les données penchent plutôt sur l'aspect psychologique plus que physique, même si l'aspect physique existe. Donc on note plus de détresse, plus de dépression, plus d'anxiété, plus de symptômes psychosomatiques. J'ai mis les références là pour les personnes qui sont intéressées. C'est des données vraiment très récentes. On note aussi moins d'estime de soi, une diminution du bien-être subjectif, mais là, les travaux aujourd'hui, le lien existe, le lien est assez fort quand même, mais est à relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des variations quand même, il y a des effets plus forts lorsque le chômage ou l'insécurité de l'emploi concerne les hommes, et des effets plus prononcés aussi en fonction de la durée de l'absence de l'emploi. En tout cas, voilà, il y a quand même un consensus dans la littérature pour dire que ça a un impact sur la santé mentale. Alors, pourquoi on s'interroge là-dessus, sur cet impact sur la santé mentale? C'est dans quelle mesure on peut identifier des leviers, des ressources qui pourraient permettre aux individus de traverser au mieux ces périodes d'incertitude ou de vulnérabilité. Et donc là, je vais vous parler d'une étude qu'on a fait dans le cadre d'une recherche avec des salariés en chantier d'insertion. Il y avait deux aspects dans cette étude. Le premier aspect, c'était simplement d'essayer de voir, selon eux, alors je ne l'ai pas dit encore, mais dans la manière de travailler, on va essayer de quantifier du subjectif. C'est-à-dire que c'est le vécu subjectif des salariés, c'est eux qui vont l'exprimer,
et on va leur demander de se positionner à comment ils se sentaient avant leur parcours en ACI et maintenant comment ils se sentent tout de suite. Donc ça, c'était le premier volet. Et le deuxième volet qui sera évoqué par Monsieur Klein ensuite, c'était de voir dans quelle mesure l'acquisition de ces ressources durant le parcours en ACI était en quelque sorte potentialisée par le type d'accompagnement reçu. Est-ce que des accompagnements favorisant plutôt le contrôle ou alors des accompagnements favorisant plutôt l'autonomie avaient un impact sur le développement des ressources psychologiques? Alors, comment on a procédé? Alors, au départ, donc, c'est les directeurs d'agence qui ont été contactés pour savoir s'ils étaient OK pour participer à ce type d'études. Donc, dans l'échantillon, vous voyez, on a 109 participants et c'est des personnes qui vont venir de différents ACI. Il y avait du bâtiment, du maraîchage, du téléconseil, des espaces verts, de la maçonnerie, du transport. Donc voilà, il y avait assez de diversité dans les participants. Et on voit en moyenne, ils avaient donc 42 ans. Et chose plutôt rare dans les recherches souvent en sciences humaines, le ratio homme-femme était plutôt équilibré. Il y avait quasiment autant d'hommes que de femmes dans les répondants. Alors, je l'ai précisé aussi, voilà, c'est le directeur, tu me diras aussi Anthony, hein, si tu veux intervenir, mais c'était le directeur des agences en question, des ateliers et chantiers d'insertion, qui a fait passer le questionnaire à ses salariés. Alors, pour décrire un peu l'échantillon avant de décrire nos outils, donc là, l'échantillon était composé essentiellement de personnes qui n'avaient soit pas de diplôme, soit un BEP-CAP, donc 32%, ou un bac pro. On avait dans l'échantillon des personnes à bac plus 5, bon, c'est très minoritaire, mais quand même à 3%. Et en termes de quantité de travail par semaine, la plupart des participants travaillaient environ 30 heures par semaine, entre 24 et 30 heures par semaine. Alors, je vous disais, là, le premier objectif, avant d'aller sur le type d'accompagnement, c'était d'essayer de voir l'effet en lui-même, en fait, de la participation à ces sentiers d'insertion. La première échelle qu'on a utilisée, c'est une échelle qui est largement utilisée dans la littérature, que ce soit sur ce sujet ou d'autres sujets, lorsqu'on veut évaluer le bien-être psychologique. Donc, on l'appelle la GHQ, c'est une mesure de questionnaire de santé générale, et elle va capter, vous voyez, j'ai mis des exemples d'items, elle va capter des symptômes liés à la dépression, à l'absence de confiance, à l'insomnie. Donc, par exemple, là, les participants devaient indiquer, sur une échelle qui allait de 1 à 4, s'ils ont l'impression de jouer un rôle utile, s'ils ont l'impression de perdre leur sommeil à cause de leurs soucis, d'être dépassés par les difficultés, de pouvoir faire face aux problèmes, de perdre leur confiance en eux, d'être capables de prendre des décisions. Donc voilà, c'est quand même orienté de manière assez large. C'est pas uniquement des éléments en lien avec la santé physique. Il y a aussi des éléments en lien avec des aspects en lien avec la confiance ou le sens, des choses comme ça. Donc les participants devaient se positionner sur l'avant-après, donc sur la détresse psychologique. On les interrogeait également sur une variable qui est peut-être moins souvent étudiée en psychologie, mais qui est plus simple, c'était en termes de pression financière perçue. Dans quelle mesure, en fait, ils ont la sensation que la participation aux ACI, relâche un peu, permet de relâcher un petit peu la pression financière qu'ils peuvent traverser. Donc pareil, là vous voyez, c'est comment on va essayer de quantifier des éléments de subjectivité en lien avec la pression financière. Et dans le même questionnaire, on avait donc là, on a intégré des variables psychologiques qui sont un peu considérées comme étant classiques dans la littérature en psychologie sociale sur le sujet, lorsqu'on s'intéresse à l'emploi. C'est l'idée que le fait d'être au chômage, ça ne va pas uniquement affecter la dynamique financière, donc c'est pas le seul impact que ça a aussi un ensemble d'impacts qu'on appelle des fonctions psychologiques latentes, c'est-à-dire que l'activité va permettre aussi aux individus de satisfaire un ensemble de fonctions, donc c'est le travail de Marie Jahoda, et parmi ces fonctions, il y en a 5, et là, donc,
il existe des questionnaires, des échelles qui vont permettre de mesurer comment la personne a la sensation que ses fonctions sont satisfaites. Donc, par exemple, ben, actuellement, est-ce que j'ai la sensation que la plupart de mes journées sont assez peu structurées? Pas du tout à totalement. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir du contact social? Est-ce que je rencontre souvent des gens, j'ai des relations sociales? Est-ce que tout de suite j'ai l'impression que personne ne me respecte? Est-ce que j'ai le sentiment d'être un membre utile dans la société, etc. Donc il y a 5 fonctions qui étaient mesurées par un ensemble d'items et qui permettaient de savoir si bah voilà, l'activité dans les ACI permettait, en plus de l'aspect financier, de satisfaire ces fonctions latentes. Donc l'idée que le fait d'être en activité est déjà en soi source de satisfaction d'un ensemble de besoins et pas uniquement des besoins financiers. Donc on a complété aussi ce questionnaire par des mesures de satisfaction, frustration des besoins psychologiques. Donc c'est assez proche. C'est l'idée que dans la vie, mais aussi dans notre activité professionnelle, on peut avoir la sensation que notre besoin d'autonomie, c'est-à-dire que le fait de se sentir à l'origine de ses propres comportements, d'être libre de ses choix, de faire une recherche d'emploi de son plein gré, ce sentiment-là peut être plus ou moins satisfait par la participation aux ACI. Le besoin de compétences, pareil, c'est l'idée de se sentir efficace dans ce qu'on fait, de maîtriser son environnement, et le besoin d'affiliation, c'est-à-dire que il existerait donc chez les êtres humains aussi ce besoin de se sentir en contact, en lien avec les personnes et avoir la sensation qu'il y a des personnes qui se soucient de moi et aussi la sensation d'avoir des personnes auxquelles je me soucie. Donc voilà, ça c'est plutôt on appelle ça des besoins psychologiques. Et enfin, le questionnaire était aussi mentionné le sentiment d'auto-efficacité. Donc ça, c'est plus connu, c'est-à-dire qu'on va interroger les personnes sur leur sentiment d'être capable de mettre en place des démarches de retour à l'emploi. Et on a aussi interrogé les salariés sur quelque chose là qui est un petit peu moins connu, c'est de se poser la question de est-ce que la participation à ces chantiers d'insertion, ça modifie leur représentation du monde du travail en termes d'ouverture ou de fermeture de celui-ci. L'idée, c'était de leur demander si, pour eux, euh, le monde du travail actuellement, il est comment? Est-ce qu'il est plutôt fermé ou alors trouver du travail, c'est plutôt facile? Donc on interrogeait un peu les perceptions, les représentations qu'on peut avoir sur l'ouverture, fermeture du monde du travail. Ça, on sait dans la littérature que plus j'ai une perception du marché du travail comme étant plutôt fermé, et plus ça va entraîner une diminution du sentiment de contrôle, ça va entraîner une sensation, une baisse d'estime de soi, un désengagement vis-à-vis de l'activité salariée. Donc c'est une variable importante, hein, la manière dont on va percevoir le monde du travail. Alors, bon, c'est là où c'est plus difficile quand on n'a plus de PowerPoint pour présenter les résultats. En tout cas, il y a, comment dire, dans l'ensemble, les données montrent clairement que les salariés ont exprimé une diminution de la détresse psychologique quand on compare de l'avant et de l'après ACI. Donc il y a un impact significatif de la participation au chantier d'ACI sur la santé mentale. Euh, avec, vous avez vu tout à l'heure hein, dans l'échelle, hein, mais il y a des items sur la confiance, sur le fait de se sentir sous pression, sur le fait d'avoir des soucis de sommeil, sur le fait de se sentir inutile. Et ben, dans l'ensemble, voilà, les données vont montrer que les participants se sentent mieux actuellement qu'avant leur participation au chantier d'insertion. Autre aspect positif, la pression financière diminue. Bien sûr, dans une certaine mesure, mais là aussi, les différences sont significatives quand on compare l'avant et l'après. Et les éléments que j'ai mentionnés là, sur ces ressources psychologiques en termes de besoins, ben, là aussi, clairement, alors, ce qui est intéressant, c'est que les effets des ACI semblent particulièrement forts sur toutes les ressources qui viennent toucher notre besoin d'affiliation, notre besoin de relation. Que ça soit du coup sur les fonctions latentes, les participants vont par exemple exprimer la sensation d'avoir beaucoup plus de contact social. Ils vont exprimer aussi le fait de se sentir davantage reconnus dans un statut,
de percevoir de l'utilité, du sens à ce qu'ils font. Donc voilà, donc toutes les mesures convergent en fait pour dire oui, là, la participation, dans le déclaratif, les participants se sentent mieux, mais c'est sans équivoque, entre un avant et un après ACI. Je ne l'ai pas dit, mais on avait aussi mesuré le sentiment d'unité. Est-ce que le fait se considérer comme salarié au sein d'une structure, c'est associé au fait de se sentir uni aux autres salariés, de partager une identité, en fait, si vous voulez, et ce qui est le cas. Là aussi, c'est des effets qui sont montrés, qu'on a pu montrer. Anthony, je te laisse la parole parce que la question suivante, c'était, OK, mais est-ce que les modalités d'accompagnement, la directivité ou l'encouragement à l'autonomie avaient un impact, enfin, pouvaient potentialiser les effets que je viens d'évoquer précédemment? Dans le questionnement qu'on avait suite à ces travaux de thèse, on avait déjà quelques données auprès des conseillers, mais aussi auprès de demandeurs d'emploi, c'était de se dire que les modalités d'accompagnement euh, pouvaient avoir un impact en fait sur l'émergence des ressources. Dans la littérature scientifique, euh, il y a quelques données qui montrent que quand on vit des périodes d'incertitude, que ça soit en termes de statut, en termes d'incertitude vis-à-vis de qui on est, de notre identité, euh, la littérature suggère que des modes de leadership plutôt directifs, autocratiques entre guillemets, mais directifs, pouvaient permettre de réduire l'incertitude. Bon, nous, on n'était pas tellement sûr de cette approche-là, c'est ce qu'on a voulu tester. Nous, on pensait plutôt l'inverse, qu'il existe aussi, lorsqu'on est dans des périodes d'incertitude, la possibilité d'être encadré de manière plus participative, c'est-à-dire de pouvoir échanger, partager les points de vue, prendre en compte les points de vue, communiquer pour donner l'information, pouvait aussi permettre de réduire l'incertitude et créer, enfin, et amener à Monsieur Klein est de retour. S'il veut prendre la parole, il le peut. Je prends la suite, ouais. Allez. Bah, écoute, merci pour l'introduction. J'espère que ça va pas rebloquer de mon côté. Sinon, bah, je te laisserai terminer, enfin, faire la conclusion Oui. aussi. J'essaie de me remettre un petit peu dans l'histoire. Effectivement, c'est un débat, en fait, un large débat dans la littérature scientifique en psychologie. Effectivement, dans les périodes d'incertitude, dans les périodes où tout va être compliqué, on peut avoir une certaine tendance à préférer un mode de leadership, un mode d'accompagnement, si on resserre ça sur des dimensions qui nous intéressent, qui sera plutôt contrôlant, qui laissera peu de place au doute, pour le dire comme ça. Sachant que d'autres voies dans la littérature peuvent nous amener à constater que le leadership participatif, des formes d'encadrement un petit peu plus prenant l'autonomie, par exemple, seront préférables sur d'autres dimensions psychologiques. Ça peut être la motivation, ça peut être le bien-être, ça peut être la satisfaction générale également. Donc, dans notre cadre qu'est le nôtre, on a inclus un peu ce questionnement, en tout cas dans notre recherche. On s'est demandé ce qui était préférable entre un encadrement plutôt centré sur le contrôle ou plutôt centré sur l'autonomie, sachant que il y a des avantages à l'un comme l'autre. On est dans une société où on aime bien valoriser l'autonomie un peu à tout craint, mais il y a des avantages au fait d'amener un encadrement plutôt contrôlant ou plutôt favorisant l'autonomie. Dans le cadre des ACI, on est sur un public qui peut avoir certaines difficultés, parfois avec l'alcool, des difficultés relationnelles, des difficultés avec la langue. Donc, dans ce genre de configuration, souvent la littérature scientifique va nous dire de préférer une approche plus contrôlante, que sera plus adaptée, en tout cas psychologiquement. Mais les missions d'un ACI, c'est également de favoriser l'autonomisation des publics, donc de resserrer justement, enfin d'éviter de trop resserrer le contrôle, au contraire de cultiver plutôt l'autonomie. Donc, comment se positionner entre les deux? Quelle approche privilégier? Voilà, ça, c'est des questions qui nous ont intéressés pour cette recherche. Alors, je ne pourrais pas vous les présenter, donc il faudra me croire sur parole. Nous, ce qu'on a examiné, c'est le lien entre une perception d'encadrement favorisant l'autonomie et également perception d'encadrement favorisant le contrôle, en lien avec les ressources psychologiques dont Pierre a parlé juste avant. En gros, voilà, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va ressortir entre les deux. On a lancé deux types d'analyses, des analyses corrélationnelles et des analyses de régression. Les analyses corrélationnelles, donc on voyait les liens à chaque fois entre, pour le dire très rapidement, autonomie et ressources ou contrôle et ressources. Ce qui ressort de ces, nous, on supposait
globalement que c'était plutôt un encadrement lié à l'autonomie qui allait amener les ressources psychologiques dont on a parlé. C'est globalement ce qui ressort avec les analyses corrélationnelles, sachant qu'il y a également des liens entre contrôle et ces ressources psychologiques. Pour détailler un petit peu, voilà, ce qui peut ressortir, par exemple, c'est le lien entre autonomie et plus de sentiment d'unité, l'impression de faire partie des ACI, d'avoir une sorte de destin commun quelque part avec les autres bénéficiaires. Ça peut être aussi avec l'ouverture, enfin, la perception du monde du travail comme étant plutôt ouvert, plus ouvert que fermé. Donc, pour le dire un petit peu autrement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'à partir du moment où les salariés déclaraient percevoir de l'autonomie dans l'encadrement, et bien ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déclaraient également percevoir le monde du travail comme étant plus ouvert. Ils déclaraient également percevoir un plus gros sentiment, avoir un plus gros sentiment d'unité avec les autres salariés de la CI. On a pu voir que ça fonctionnait un peu de la même manière pour d'autres variables. Ça peut être le cas des fonctions latentes en lien avec l'emploi que Pierre avait présenté avant. Même chose avec certains besoins psychologiques fondamentaux, notamment le besoin d'affiliation, le besoin de compétences. Mais voilà, des analyses de corrélation, c'est sympa, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus robuste en termes statistiques. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire l'hypothèse inverse aussi. À partir du moment où je perçois que mes besoins sont plus satisfaits, que j'ai un certain sentiment d'unité avec tout le monde au sein de la CI, bah, je pourrais être amené à percevoir plus d'autonomie dans l'encadrement. Peut-être parce que je serais peut-être un petit peu plus sécurisé, je serais un petit peu mieux dans ma peau. Je percevrais l'autre comme étant peut-être un petit peu moins injonctif, voilà, mon encadrant comme étant un peu moins injonctif. Donc on pourrait faire cette hypothèse. On pourrait la faire, mais elle ne serait pas non plus soutenue par beaucoup de littérature scientifique. Mais on a quand même dû vérifier si il n'y avait pas des éléments un petit peu plus cachés. Donc c'est pour ça qu'on a lancé des analyses de régression, où cette fois-ci, on regardait vraiment indépendamment, au niveau de l'autonomie, quel lien on pouvait faire avec les ressources psychologiques. Pour le dire autrement, pour chaque unité d'autonomie que je vais injecter dans la relation, combien d'unités de ressources psychologiques en général je vais obtenir indépendamment de la variable contrôle. C'est ce qu'on a cherché. En gros, qu'est-ce qu'il reste dans les liens corrélationnels qu'on a pu observer en tenant compte du facteur contrôle. Et bien, ce qui reste globalement, ce sont des variables plutôt en lien avec la sphère sociale. Là, on va parler de sentiment d'unité, on va parler d'ouverture perçue du monde du travail, on va parler du besoin d'affiliation, on va parler de contacts sociaux, de statut social, donc ça, plus en lien avec les fonctions latentes. Ça, c'est les liens qu'on peut observer avec les analyses de régression qui sont un petit peu plus robustes, donc des variables vraiment beaucoup plus centrées sur la sphère sociale. Donc, en conclusion sur ces analyses, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que un style d'accompagnement qui favorise l'autonomie peut être en lien avec des ressources psychologiques favorables au réemploi? La question est oui. Est-ce que c'est avec toutes les ressources? La question est non. Est-ce que l'autonomie est une clé qui peut ouvrir toutes les portes? La réponse est non. Par contre, à partir du moment où notre objectif est de favoriser l'insertion des publics dans des groupes sociaux, de pouvoir collaborer, de pouvoir avoir des rapports sociaux positifs, des relations sociales positives, et bien là, effectivement, l'autonomie, ça fonctionne plutôt bien. C'est quelque chose qui pourra fonctionner. Et je précise aussi que dans nos résultats, la variable contrôle n'était pas associée aux ressources psychologiques. En tout cas, dans les analyses de régression, il n'y avait quasiment pas de lien. Il y en avait juste un seul, c'était entre perception de contrôle et activité. En gros, mes activités, ça va être est-ce que je perçois mes journées comme étant remplies. Donc c'est plutôt l'autonomie qui a l'air de fonctionner, en tout cas pour ces ressources psychologiques, vraiment centrées sur la sphère sociale. Alors, il y a quelques recommandations qu'on peut faire au niveau des publics qui vont être concernés par les ACI. Ça va être les encadrants techniques, ça va être les conseillers. Côté encadrant, si on veut cultiver l'autonomie, il y a différentes choses qu'on peut faire, différents leviers qu'on peut mobiliser. Ça peut être la métacommunication, par exemple. À chaque fois que je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose, je lui ai expliqué mon intention. Voilà, si je te demande de faire ce truc-là, si je te demande de respecter cette consigne de sécurité, eh bien, c'est parce que etc., etc. Si je te demande d'aller dans ce sens-là, c'est pour telle raison, c'est parce qu'à la fin, on doit obtenir ça. Ça, c'est une manière de cultiver un petit peu plus d'autonomie. Mais ça peut être aussi de clarifier ses attendus, ce qui évite, clarifier ses attendus assez tôt dans la relation, c'est ce qui évite de devoir redevenir contrôlant assez rapidement après. Donc, je dis clairement ce que je veux, les moyens d'obtenir ce que je veux, et voilà, là, je peux me permettre de laisser un petit peu plus d'autonomie. Ça peut être de transmettre de l'information, bien sûr, d'impliquer l'autre en proposant
plusieurs choix quand c'est possible, de favoriser au sens large la sécurité psychologique, donc donner le droit à l'erreur quand c'est possible, bien évidemment, quand il ne s'agit pas d'enjeux de sécurité physique trop importants, bien évidemment, mais donner le droit à l'erreur, impliquer l'autre, le pousser à verbaliser un petit peu ce qu'il va penser, encourager à la réflexivité aussi, voilà, poser des questions ouvertes. Quand c'est possible, évidemment, on sait que voilà, les publics en ACI peuvent des fois avoir beaucoup de mal avec la langue, donc voilà, c'est pas toujours possible, mais voilà, cultiver l'autonomie là où c'est possible par ces leviers-là. Pour les conseillers, là, je me base un petit peu plus sur les recommandations de Laurent Ouzou dans l'un de ses papiers. Ce serait plutôt d'axer vers l'autonomisation les publics, euh, en ne considérant pas l'autonomie comme étant je me dégage de toute contrainte perçue, mais plutôt j'arrive à beaucoup mieux me situer dans un champ social, j'arrive à comprendre qu'il y a des leviers, enfin qu'il y a des facteurs extérieurs qui m'impactent négativement ou que j'ai également moi-même des leviers d'action. C'est plutôt aller dans ce sens là, dans cette définition précise de l'autonomie. Donc ça peut passer par la clarification, le fait de construire le soi de la personne, donc faire le lien entre mes valeurs, mes compétences, les choix que j'ai opérés, vers quoi je pourrais tendre également. Ce qu'on peut faire par exemple avec l'insertion des jeunes publics, des fois, voilà, un petit peu mieux articuler mes valeurs, ce que je veux, mes compétences, pour être un petit peu plus avoir un petit peu plus de contenance, par exemple, lors d'un entretien d'embauche. Ça, voilà, ça peut faire partie des pistes possibles. Ça peut être aussi, voilà, d'aider un petit peu mieux à comprendre quelles sont les limites entre ce qui est de l'ordre de moi et pas moi, quelles sont mes possibilités d'action, quelles sont les forces qui s'exercent sur moi, quels sont les courants positifs aussi sur lesquels je peux un peu plus surfer. Donc là, voilà, aller un petit peu mieux enfin, aller un petit peu plus dans la compréhension de ces facteurs-là. Ça fait partie des choses aussi qui peuvent être intéressante en termes d'autonomie. Voilà, alors je ne sais pas si j'explose largement le compteur du temps qui nous est alloué, donc je vais vraiment me dépêcher, j'en ai plus que pour 30 secondes. Je termine juste sur les limites de notre recherche, parce qu'évidemment, on a quelques limites dans cette étude. Le premier, c'est bien sûr le biais de la langue, hein. On n'a reçu que des personnes qui étaient capables de parler le français à peu près correctement, ce qui exclut bien sûr une partie des répondants possibles qui fréquentent régulièrement les ACI. Il y a pu aussi avoir, d'une certaine façon, sans que ce soit nécessairement un calcul cynique, mais en tout cas, une certaine tendance à nous envoyer des publics qui seront aussi peut-être un petit peu plus sympas dans les réponses, qui déclareront que ça se passe très très bien dans les ACI. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, comme Pierre justement l'avait expliqué au départ. Nous, on passait par la hiérarchie des ACI, on passait par les directions à chaque fois, donc on ne pouvait pas non plus voilà, choisir qui on voulait exactement interroger. Et puis pour terminer, voilà, ça peut être aussi le fait qu'on n'ait pas de point de comparaison autre que la CI. Nous, on compare du avant versus actuellement, mais on reste toujours dans la même tête de la personne, ce qui est déjà très compliqué aussi comme façon de répondre. Mais on n'a pas de comparaison possible avec des publics qui ne sont pas en ACI ou bénéficiaires d'un autre dispositif d'insertion. Voilà, et il est 45, j'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Et on rend l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Klein de Libera, pour le partage des résultats de votre recherche, méthodologie et pour les recommandations. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et vous pourrez aussi partager vos expériences en fin de webinaire. Donc là, on va passer plutôt à la partie témoignage. Donc, on va tout d'abord aller en Ariège avec Madame Blanchet, qui est directrice et coordinatrice chez Casta Insertion et qui va plutôt nous parler d'une expérimentation qu'ils ont mis en place au sein de leur structure pour essayer de répondre aux besoins d'accompagnement psychologique des salariés en insertion. Madame Blanchet, Oui. je vous laisse la parole. Oui, Vous super. m'entendez bien? Oui, on vous entend, c'est parfait. Super. Oui, donc bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis directrice d'un chantier d'insertion, CASTA. On est une structure qui est conventionnée pour une 60aine de postes répartis sur toute l'Ariège. Et on a la particularité de travailler avec deux autres gros chantiers d'insertion du département, que sont Hérisson-Bellort et Iris. Et donc, on a créé un dispositif mutualisé sur la commune de Pamiers où on partage et des locaux et un poste de chargé de relations entreprises. Donc, souvent, quand on teste des choses, on les teste avec ce dispositif à nos trois structures et c'est ensemble qu'on lance souvent des nouvelles choses.
Donc, on est parti d'un constat, ça va faire 2 ans maintenant. Euh, on se rendait compte que les problématiques psy chez nos salariés en insertion, alors j'ai envie de dire, je ne sais pas si elles sont plus présentes, mais en tout cas, on en entend plus parler et ça revenait beaucoup lors des entretiens individuels, même collectifs, avec les conseillères en évolution professionnelle. Bref, c'était un gros sujet et on se rendait compte que les CEP, elles disaient, bah, en fait, nous, on passe moins de temps maintenant sur l'accompagnement, on va dire, sur le projet et on passe beaucoup de temps sur ces problématiques psy, etc. Donc, en fait, nous, on s'est dit, là, à un moment, il va falloir qu'on propose quelque chose pour apporter une réponse à cette problématique qui se retrouve à la fois du coup chez les salariés et les CEP qui sont un petit peu le réceptacle de ça. Donc, on a commencé à y réfléchir, voilà, il y a à peu près 2 ans, et on a commencé donc à travailler avec, donc à la base, une personne, une psychologue en janvier 2024, du coup, qu'on a rencontré, on a cadré les choses, voilà, et maintenant, depuis septembre, depuis septembre 2024, on travaille avec un autre psychologue, mais le principe reste le même. Donc, on a cadré les choses, on s'est rencontrés. L'idée, c'était déjà de proposer donc une permanence psychologique sur notre site de Pamiers, où le psychologue se déplace, il rencontre environ 5 salariés sur une matinée ou une après-midi. Et donc, dans ce temps de travail-là, il y a ça. Il y a maximum 5 salariés et surtout faire le lien avec les CEP. Alors, sans échanger évidemment sur tout ce qui va rester secret et qui se dit dans le cadre de l'entretien, mais plutôt que la CEP puisse, je dis là parce que chez nous, c'est que des femmes, mais ça peut aussi être des hommes. Donc, que la CEP puisse faire le lien avec le psychologue avant, lui dire voilà un petit peu la situation, pourquoi elle a pensé orienter ce salarié. Donc, voilà, il y a aussi ce temps de travail-là en amont et après qui est compris dans la prestation du psychologue. Sur la mise en place et notre pratique au quotidien donc, de ce dispositif. Déjà, le psychologue qui intervient, nous, on l'a choisi parce qu'il a une solide expérience dans le secteur social et il a souvent été au contact, on va dire, de publics fragiles, défavorisés. Il a beaucoup travaillé avec les CHRS, les CADA. Donc déjà, dès le départ, en fait, il a vraiment compris notre demande, notre commande, ce qu'on attendait de lui et c'était très important. Voilà, c'est pour ça que je le précise parce que ça a direct fait du lien avec la personne. Ensuite, c'est la CEP qui se charge d'orienter le salarié. Soit c'est une demande de sa part, en fait, ça vient voilà, au moment de l'entretien, une personne qui dit bah, c'est vrai que moi, j'ai des soucis psychologiques, j'aimerais en discuter. Ou soit c'est la CEP qui va amener le sujet auprès du salarié parce qu'elle, elle se rend compte qu'il y a des blocages et qu'il va falloir à un moment en discuter. Donc voilà, donc une orientation est faite vers le psychologue. Donc en général, la CEP lui explique voilà, un petit peu la situation de la personne. Et surtout, l'idée, c'est que cette permanence, elle est toujours pensée sous le signe on va vers l'emploi. Donc voilà, donc c'est le psy, il accueille la personne, c'est faire l'état des lieux avec elle et c'est aussi voilà, en quoi la séance psy va pouvoir aider à lever les freins vers l'emploi. C'est toujours ce qu'on a un peu en tête. Bon, des fois, évidemment, ça déborde un peu du cadre, mais notre commande de base, c'était ça. Donc évidemment, je l'ai dit, tout ce qui se passe pendant la séance est soumis au secret professionnel. Et l'idée, c'est que le psychologue peut partager ou pas, mais s'il y a besoin, après avec la CEP, des éléments spécifiques ou voilà, s'il se dit là, il y a un risque par rapport au projet professionnel, voilà ce qu'on est en train de travailler grossièrement. Voilà, des fois, il n'y a pas du tout de possibilité de partager d'informations parce que bah, c'est trop confidentiel. Et puis, des fois, quand on est vraiment, ça fait le lien avec le projet pro, là, pour le coup, on rentre plus dans le détail. Nous, le retour qu'on a des salariés là-dessus, ils apprécient beaucoup ces séances. Alors, la première chose qu'ils apprécient, c'est que c'est quelque chose qui est mis à leur disposition sur leur lieu de travail. Ils n'ont pas à prendre rendez-vous. On vient directement à eux et ça casse beaucoup de barrières pour eux, on va dire, des barrières qu'ils se mettent eux-mêmes. Et là, pour le coup, on va dire que c'est beaucoup plus fluide par rapport à ça. Ils n'ont pas ni à avancer la séance, bon, même si maintenant il y a des dispositifs qui permettent de ne pas payer les séances psy. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose en plus. Et beaucoup nous disent, en fait, sur une grande partie des salariés qui ont été reçus,
Donc, il y en a une partie qui avait déjà fréquenté des psychologues et d'autres jamais et qui nous ont dit, en fait, on ne l'aurait jamais fait si ça n'avait pas été mis en place. Donc, ça a quand même permis ça. On dit aussi que ça, voilà, ça déconstruit un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur la psychologie, les psychologues, etc. Donc là, comme les salariés, ils font pas particulièrement de démarche pour y aller, c'est facilitant, ils rencontrent le psychologue et puis finalement, beaucoup se disent, bon, en fait, c'était pas si mal. Ensuite, sur la pratique et sur l'objectif de ces permanences, donc l'idée, c'est qu'on n'entame pas, enfin, le psy n'entame pas de psychothérapie avec la personne, on va dire. Ça va entre 1 et 5 séances par personne. L'idée, c'est que des fois, 1 à 2 séances suffisent. Ça suffit alors soit à débloquer la situation, il y avait un blocage, 1 ou 2 séances suffisent, ou 5 séances suffisent. Ou soit ça suffit pour le psy de se dire, bah, en fait, là, je vais vous orienter vers une consoeur, un confrère qui va entamer avec vous, pour le coup, des séances de psy plus poussées. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui peut se passer. On utilise aussi ces permanences pour tout ce qui est constitution des dossiers reconnaissance qualité travailleur handicapé, RQTH. Si la personne doit entamer des suivis en addictologie, etc. Donc voilà, c'est aussi une personne ressource qu'on sollicite pour avoir un petit peu un avis, où est-ce qu'on en est avec la personne, qui on peut solliciter. C'est un psychologue, c'est un professionnel du secteur, donc lui aussi, il a son réseau. Ça nous ouvre aussi ça derrière, de pouvoir solliciter d'autres partenaires que lui connaît, travailler avec d'autres personnes. C'est un peu que du plus là-dessus. Au niveau du retour des CEP et de la structure, on va dire en général, voilà, c'est les CEP qui sont au quotidien avec les salariés sur l'accompagnement, mais ça a vraiment permis le retour, c'est que ça a permis de les décharger quelque part de cette part du travail pour lesquelles elles ne sont pas formées ou peu, ou en tout cas, voilà, on n'est pas là pour faire des séances de psychologie. Et du coup, d'être beaucoup plus efficace sur les entretiens et sur l'accompagnement vers le projet professionnel. Ça, pour le coup, ça a été vraiment radical dans le cadre de cette expérimentation. C'est que du coup, on dégage du temps sur les rendez-vous, soit quand on voit que voilà, on prend le biais de commencer à discuter de situations très personnelles, etc. On a directement une solution à proposer aux salariés. Donc, et pour le salarié et pour la CEP, c'est vraiment intéressant et ça permet, ça permet de cloisonner un petit peu les choses et d'avancer de façon plus efficace. Ce que ça permet aussi, ce psy, cette intervention, c'est que les CEP ont aussi un relais. Quelqu'un qui est formé pour mettre des mots sur certaines notions, pour répondre à leurs questions, à nos questions. Ça nous aide à prendre du recul. On se questionne aussi sur nos pratiques, on demande des conseils. Voilà, nous, on est structure d'insertion. Vous le savez, hein, on accueille beaucoup de problématiques, psy ou pas. Et en fait, là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir mobiliser ce partenaire sur cette thématique-là. Et nous, c'est vraiment ressource et ça nous aide vraiment au quotidien. Dans le cadre des entretiens qui sont menés, dans l'accueil et puis dans on va dire l'offre de services qu'on propose aux personnes et qui leur permet de lever les freins. Donc voilà, pour l'instant, nous, pour en arriver un peu à la partie financière, donc nous, c'est qu'une expérimentation puisque pour l'instant, elle est financée uniquement sur nos fonds propres. Donc on a la chance d'être du coup 3 structures, mais 5 salariés reçus une fois par mois pour 5 structures, c'est pas énorme. Donc l'idée, ça aurait été de généraliser ce dispositif sur nos autres sites et de pouvoir l'étendre à d'autres salariés. Là, à l'heure actuelle, pour vous donner aussi un ordre d'idée, la séance, donc recevoir 5 personnes plus communiquer avec les CEP avant, après, on est autour des 300 €. Voilà, la séance. Et ça a permis aussi, alors ça sort un petit peu, ça sort du sujet, oui et non. On a aussi enclenché avec ce même psychologue de mettre en place pour les permanents de la structure et surtout pour le CEP, on a mis en place les groupes d'analyse de pratiques professionnelles avec ce même psychologue. Donc voilà, c'est pas à destination des salariés en insertion, mais ça veut dire qu'on avait une problématique et qu'on a agi un petit peu à tous les niveaux. Et ce qu'on propose aux salariés et ce qu'on propose à nos permanents pour répondre à cette problématique. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Merci beaucoup, Madame Blanchet, pour le partage de cette expérimentation.
C'est vrai que peut-être dans la partie échange et questions, on pourra parler un peu plus des groupes d'analyse des pratiques professionnelles. Ça peut être aussi intéressant. Oui. Donc à présent, je vais passer la parole donc à Madame Domergue, qui travaille donc au sein de l'entreprise à but d'emploi Abeille Verte, donc à l'ODEV dans le département de l'Hérault, dans le cadre de territoire zéro chômeur de longue durée. Madame Domergue, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis Oui, là et ok, fin prête. super. Merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu tout à l'heure. Donc oui, peut-être pour commencer, poser un petit peu le contour des entreprises à but d'emploi, puisque nous sommes issus de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, dont l'un des piliers fondateur, c'était de pouvoir intégrer des personnes qui ont été validées par une commission comme étant durablement privées d'emploi, de les intégrer au sein de l'entreprise sur la base du volontariat, sans sélection et à temps choisi. De fait, l'histoire de l'entreprise de l'ODEV, de l'EVE de l'ODEV, c'est une habilitation du territoire en juin 2022, une ouverture le 5 septembre, et nous sommes aujourd'hui à 170 salariés. Donc bien évidemment, le montage des collectifs est venu mettre en lumière des difficultés rencontrées par ces personnes donc volontaires sur l'expérimentation. Alors du fait à la fois de ce temps d'absence hors activité salariée, mais aussi de la montée en charge des effectifs qui a été extrêmement rapide. Je note que c'est un projet de territoire. Donc nous sommes sur des salariés qui sont tous habitants de l'ODEV, potentiellement avec des relations extérieures, en tout cas, voilà, citoyens du même lieu. Pour ce faire, nous sommes tout jeunes, nous sommes encore en structuration, en stabilisation, et aujourd'hui, nous essayons de déployer des solutions, d'être innovants sur la prise en charge des difficultés qui peuvent jaillir du fait de toutes ces problématiques qui arrivent avec les personnes. Le constat aujourd'hui, c'est que l'accès à l'emploi, puisque nous sommes aussi sur des CDI, l'ensemble des salariés sont en CDI, est une première étape. Pour autant, elle ne vient pas apporter la stabilité qu'on attendrait sur l'ensemble des volets de la vie sociale, et notamment relativement à toutes ces thématiques qu'on a abordées tout à l'heure, donc les addictions, problèmes administratifs, problèmes de santé physique, de santé psychique. Le choix qui a été fait à l'Abeille Verte, c'est donc en interne, du fait de ce gros effectif, du fait que nous soyons aussi sur 15 sites de production au sein de la ville, ça a été de monter une équipe pluridisciplinaire sur le service RH, qui se compose donc d'un conseiller en insertion sociale et professionnelle, d'un médiateur d'entreprise, d'une référente handicap et d'une référente harcèlement, mais qui agit aussi dans la prévention des violences en milieu professionnel. Donc chacun vient agir sur une mission bien particulière. Néanmoins, pour les situations les plus complexes et posant problème dans les collectifs de travail, nous nous rencontrons régulièrement pour croiser nos regards, pour croiser nos expertises et pour essayer de construire l'orientation qui serait la plus adaptée à la situation. Alors, sur le territoire de l'ODEV, nous n'avons pas de moyens en interne, bien sûr. Dans les projets, ce serait d'intégrer un écoutant social, un psychologue du travail, mais ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes quand les finances le pourront. Néanmoins, sur le territoire du Léo-des-Voies, nous appuyons, alors pour les personnes dont les situations de handicap sont avérées,
sur une collaboration avec Cap Emploi, qui vient nous accompagner pour la mise en place, alors soit des emplois accompagnés, qui est un dispositif d'appui médico-social pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés, en situation de handicap, soit à la mise en place de prestations d'appui spécifiques pour tout type de handicap. Ce sont donc des personnes spécialistes de la nature du handicap repérées et qui viennent en appui aux référents au sein de l'activité, de l'entreprise, afin d'apporter des conseils, élaborer des diagnostics, un bilan, des capacités, identifier et mettre en place des techniques et des modes de compensation pour répondre aux besoins en lien avec les conséquences du handicap. Au-delà de ça, nous mobilisons également le SAMHSA, le service d'aide médico-psychologique pour adultes handicapés, afin que les personnes en situation de handicap psychique avéré puissent être accompagnées au domicile au quotidien. Donc, nous travaillons aussi avec les ESAT, puisque je vous disais, les intégrations se faisaient sans sélection. Donc, nous avons parmi nos salariés quelques personnes qui relèveraient plus du travail en milieu protégé, et tout notre accompagnement va être de faire en sorte de pouvoir les accompagner pour intégrer un milieu qui soit plus approprié par rapport à leurs besoins. Et nous passons par des visites de l'ESAT du Roc-Castel qui est proche de notre territoire, et la mise en place des MIPS, donc des MISP, pardon. Donc c'est l'équivalent des périodes d'immersion en entreprise. Voilà pour les partenaires, j'allais dire plutôt institutionnels. Au-delà de ça, le Lot des Voix compte quelques thérapeutes, alors psychologues y compris, mais aussi des personnes qui sont sur des thérapies plus alternatives, donc comme la méthode EMDR, l'analyse transactionnelle, la biodynamique corporelle, la psychosynthèse. Donc ce sont des thérapeutes qui sont engagés pour la question de l'accès à la santé mentale pour tous, et avec lesquels nous avons la possibilité, sur des situations d'urgence, d'orienter des personnes, de pouvoir bénéficier pour ces personnes d'honoraires revus à la baisse. Alors parfois, ça peut être effectivement, selon la situation de la personne, ce qu'on appellerait un prix social. Ça peut être selon aussi ce que la personne se sent en capacité de mettre par rapport à ce qu'il perçoit de la nécessité d'être engagé aussi pécuniairement dans un processus de soins. Voilà, dans les perspectives, les projets, nous avons donc un CSE, donc un comité social d'entreprise, avec lequel nous sommes en train d'étudier la possibilité de dégager un budget annuel pour effectivement étudier la question de la santé mentale, qui permettrait de mettre en place une cagnotte. Alors, c'est vraiment tout nouveau, mais une certaine somme qui viendrait être déduite des honoraires des prestataires, des thérapeutes, et qui permettrait de faciliter, au moins sur l'aspect pécunier, l'accès à ces thérapeutes. En interne, le travail de cette équipe qui œuvre pour la qualité des conditions de travail, c'est aussi de pouvoir faire un diagnostic fin et d'accompagner à la prise en responsabilité, à la dévolution du parcours de soins vers les personnes qui, effectivement, dans le comportement, dans le relationnel au collectif et aux collègues, posent problème, n'en ont pas forcément conscience. Et tout l'intérêt, c'est de les amener à comprendre que ça n'est pas une fatalité, qu'ils peuvent être accompagnés. Je précise que l'ensemble des membres de la QVCT n'ont pas de lien hiérarchique de subordination avec les salariés. Ils sont vraiment dans un
un espace transverse de facilitation voilà, et de mise en lumière des difficultés, faisant le pont entre la personne dans un cadre confidentiel sécurisé de ce qu'elle dépose de son parcours, de ses besoins et de sa conscience des choses ou non, et des équipes d'encadrement avec toutes les contraintes qui leur sont inhérentes, hein, de cadre, de productivité, etc., pour trouver le juste milieu et puis construire des parcours dans le temps. Je rajouterai peut-être, parce que je rebondis en rebondissant sur les leviers pour assurer, ou en tout cas permettre d'intégrer la santé mentale. À l'EBE, nous avons mis en place un parcours d'intégration pour les salariés qui leur permet d'être accueillis, d'avoir une présentation de l'entreprise, de l'expérimentation et de son évolution, d'avoir une visite de l'ensemble des sites et enfin d'avoir des formations, voilà, des formations qui font partie de l'identité de l'EBE autour de la transition sociale et écologique. Au-delà de ça, des temps conviviaux et collectifs sont organisés de manière mensuelle autour de petits déjeuners d'entreprise qui permettent à l'ensemble des salariés d'avoir ce temps informel où on se donne des nouvelles, on se rencontre, les nouveaux salariés sont présentés. Donc, en termes de voilà, d'avoir la sensation de faire partie d'une unité, d'une identité, je pense que c'est important. Vous rajoutez que nous avons pris le parti également de mettre en place des cours de français langue étrangère en interne sur le temps de travail, dans la mesure où nous avons aussi un public, effectivement, qui peut être en difficulté dans la communication, dans la compréhension, donc dans la prise de poste et la communication avec les salariés. Donc, c'était un parti pris et nous avons eu des résultats assez intéressants. Et nous avons également mis en place des échanges de pratiques entre encadrants, parce qu'effectivement, nos encadrants ne sont pas tous issus initialement du monde de l'insertion. Pour beaucoup, oui, mais pas tous. Et de fait, ces temps d'échange, au-delà de la formation, bien sûr, permet de s'enrichir les uns les autres sur les parcours, sur les outillages, sur les expériences passées. Les analyses de pratique, c'est un sujet qui est en projet chez nous, qui ne peut pas être porté financièrement aujourd'hui, mais nous sommes sur des appels à projets, effectivement, pour pouvoir le faire aboutir. Merci beaucoup, Madame Donat, pour le partage de votre témoignage, autant sur l'équipe en interne qui a été mise en place que sur les partenariats institutionnels avec les professionnels de santé. C'est très, très riche et inspirant, je pense aussi, il y a une bonne dynamique sur le territoire de Modène, on a l'impression. Donc, à présent, on va passer à l'intervention de Madame Poujol, qui est anthropologue, et donc, qui a mené un projet que je vous laisserai détailler. Donc là, on va reparler de la relation accompagnant-accompagné, des modes de domination et des analyses de pratique, justement. Donc, je vous laisse la parole. Il me semble que vous souhaitez aussi partager votre diaporama. J'espère que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. J'espère que voilà, ça fait déjà 1h10 qu'on apprend plein de choses. Il y a plein de trucs vraiment intéressants, des apports super intéressants. Mais en fait, c'est très frustrant d'avoir que des petites vignettes avec des petits bonhommes là. Donc, j'espère que vous êtes là et que vous aurez plein de questions après parce qu'il y a plein de trucs très intéressants qui sont ressortis. Voilà, ça c'était pour vous réveiller un petit peu, de prendre un... Et puis alors, donc, je salue ma voisine qui vient de parler, Angélique Demers, puisque nous sommes voisines. Le LERIS est basé à Montpellier et nous sommes un laboratoire de recherche associatif. On existe depuis une vingtaine d'années et donc je vais rentrer directement dans le contenu. On avait mené un premier projet sur comment, à l'intérieur des parcours d'insertion des personnes, on peut intégrer des dimensions collectives
puisqu'il y a plusieurs choses qui ont été dites dans les précédentes interventions. Dans ces dimensions collectives, on peut retrouver le faire partie d'une unité, comme vient de dire Madame Domergue, ou faire sens dans un collectif, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui est important. Et donc, on avait rajouté des dimensions collectives dans ces accompagnements, en faisant le pari que ça pouvait apporter, modifier un peu les accompagnements qui étaient jusqu'à présent très individuels, pour essayer d'apporter voilà, une autre approche de l'accompagnement. Et on s'est aperçu que c'était insuffisant, en tout cas, que ça ne permettait pas réellement de modifier la manière dont étaient accompagnées les personnes. Et on s'est posé la question, alors voilà, ça c'était le titre, un cateau à gagner, avoir des relations égalitaires dans les structures et entreprises du social, que l'on a appelé ce projet Aladdin. Alors Aladdin, parce que ça on essaie de ne pas se faire interpellé par Walt Disney qui nous ferait payer des royalties. Donc Aladdin pour un accompagnement libéré et affranchi des dominations pour une insertion nouvelle. Et ce projet donc fait suite à de nombreux projets qu'on a menés au LERIS, et notamment celui dont je vais vous parler, où on s'est dit mais en fait les personnes qui accompagnent, les chargés d'insertion, les travailleurs sociaux, mais aussi des fois les bénévoles, les encadrants techniques, nous sommes tous porteurs de rapports de domination, nous mettons tous en œuvre des rapports de domination, qu'on le veuille ou non, de manière volontaire ou non. Et on a fait l'hypothèse qu'en essayant de modifier les postures professionnelles des personnes qui accompagnent des personnes d'insertion, ça va modifier les types d'accompagnement, et en positionnant les personnes autrement dans ce rapport d'accompagnement, ça va leur permettre de sortir de ce circuit de l'insertion dans lequel on voit beaucoup de personnes qui rentrent dans des stages, font des expériences, des formations, repartent dans des stages d'entreprise, des jardins d'insertion, repartent. Et en fait, des personnes ne sortent jamais véritablement de la précarité et de ce circuit d'insertion. Et on fait l'hypothèse de l'émancipation comme une possibilité de sortir de ce circuit-là en travaillant sur les rapports de domination. Alors, pour cela, on a travaillé sur donc un projet européen avec Erasmus, Erasmus Partenariat Stratégique, où on a partagé ces mêmes constats de vouloir travailler sur les postures des professionnels de l'insertion. Alors, je le dis dans un terme générique, j'englobe tous les professionnels que j'ai cités précédemment, avec des entreprises d'insertion qui ont des profils assez variés. Alors, en Belgique, mode d'emploi, qui travaillent essentiellement avec des femmes dans des entreprises d'insertion. En Italie, ce sont des coopératives qui, là aussi, accompagnent des personnes qui ont des profils assez variés, mais aussi autour de l'activité d'insertion, alors plutôt de la restauration. Le comptoir des Colibris, qui est un restaurant d'insertion. Et Santa Casa de Misericórdia, qui est au Portugal, excusez-moi, qui a été touché par l'accident de la semaine dernière, et en tout cas qui est une structure qui se rapproche en France de France Travail, mais qui a en son sein un ensemble de services d'accompagnement des personnes, et y compris avec des entreprises d'insertion. Donc avec ces 5 partenaires, nous avons construit ce projet-là, et l'objectif, c'était en plusieurs étapes. Tout d'abord, de faire une capitalisation des travaux qui existent, à la fois sur des travaux sociologiques, mais aussi sur des travaux issus du management, mais aussi issus de l'éducation populaire, puisque dans notre consortium, il y a aussi une structure qui est spécialisée dans le théâtre forum, et on a intégré, puisque le théâtre forum, théâtre de l'opprimé plutôt, travaille spécifiquement sur les rapports de domination. Donc, je vais passer rapidement là sur l'objectif et l'enjeu du projet, mais c'était vraiment de passer d'un rapport de domination des personnes qui sont accompagnées dans ces structures-là à une relation de partenariat avec les personnes voilà, qui travaillent dans ces structures et qui sont en insertion. Je vais revenir là-dessus. Parce que notre hypothèse, je reviens quand même là-dessus, parce que ça fait aussi écho à des choses qui ont été dites, notamment par M. de Oliveira tout au début. Notre hypothèse, c'est que les rapports égalitaires soutiennent l'émancipation, et quand je dis l'émancipation, c'est, vous savez, sortir de la place qui nous a été assignée.
et c'est important parce que je vais y revenir par la suite, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans une place que la société nous a dédiée, nous a ordonnée quelque part, mais s'inventer une place, trouver sa propre place. Donc c'est l'autonomie, mais ce n'est pas que l'autonomie, c'est aussi se construire son propre chemin. Ce qu'on a constaté à travers les différentes études évidemment qu'on a analysées, c'est que les rapports de domination dans le travail empêchent la compréhension globale de la place qu'on occupe dans ce système de travail et la perception du sens de pourquoi on le fait. J'avais une petite anecdote très concrète. Dans un jardin d'insertion, un encadrant technique disait aux équipes de planter des rangées de carottes. Et il disait de les planter, voilà, maintenant il faut planter 5 rangées de carottes. Mais en fait, les personnes n'avaient pas du tout les informations sur pourquoi des carottes, pourquoi maintenant, pourquoi 5 rangées et pas 3, pourquoi. Toutes ces informations-là, elles n'étaient pas partagées. Or, accéder à ces informations-là, ça permet de comprendre les enjeux économiques de la structure, les enjeux et le cycle de la nature, de l'environnement, etc. Tout un ensemble d'éléments qui sont fondamentaux pour la personne, pour son insertion professionnelle, pour son insertion sociale et tout simplement pour prendre sa place dans le monde. Donc, c'est des choses qui étaient importantes. Et aussi parce que les rapports de domination, c'est ce que je vous dis juste avant, elles assignent à une place, c'est-à-dire que les personnes vont se comporter selon ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles. C'est-à-dire, si on pense que je ne suis pas capable de faire une tâche, bon, je vais faire juste le minimum qu'on me demande. Cette question du sens, elle apparaît, elle est vraiment centrale aujourd'hui, et on voit bien dans les études, notamment en ce qui concerne les jeunes générations, qu'elle est vraiment importante et qu'elle permet de s'approprier les enjeux de la structure. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement de s'impliquer davantage dans le travail, de libérer la créativité et le pouvoir d'agir, donc de prendre des initiatives, de comprendre les enjeux. Soutient la permanence. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Oui, ça permet aussi l'engagement sur le long cours, parce qu'on va comprendre les enjeux de la société. Ça va favoriser un engagement qui est plus sur le long cours et éviter les engagements post-it. Ça va diminuer le mal-être, puisqu'on comprend la place que l'on a dans la structure et développer la confiance en soi et la réflexivité. Donc tout ça, évidemment, ça s'appuie sur des synthèses de travaux que l'on a fait et que l'on a analysé, qui font partie d'une capitalisation qu'on peut mettre à disposition. Et alors, face à ces constats et à ce que disait tout à l'heure Pierre de Oliveira sur, en fait, on sait aujourd'hui que quand on travaille un peu autrement, quand on soutient l'autonomie et l'émancipation, on sait que ça produit des choses sur les personnes, que ça diminue leur mal-être, que ça augmente donc le bien-être et tout ce qui va avec, la santé mentale, l'estime de soi, etc. Mais alors pourquoi personne ne bouge? Alors ça, c'est une petite référence à Bobby Lapointe, les sudistes connaissent peut-être. Et en tout cas, c'est vraiment intéressant de dire, mais qu'est-ce qui empêche alors de faire autrement, de travailler autrement? Et donc, selon nous, c'est l'instauration et la présence et la continuité des rapports de domination qui empêchent justement d'avancer parce qu'on n'en a pas conscience et on n'avait pas d'outils pour travailler là-dessus. Alors, on a élaboré une méthodologie qu'on a testée dans les différents contextes de travail, donc dans des jardins d'insertion, dans des restaurants d'insertion aussi, pour essayer de tester cette méthodologie qu'on a construite à partir de la capitalisation. On l'a testée, Magali Blanc pourra en témoigner tout à l'heure, et puis on a consolidé, on a amélioré la méthodologie. Juste un petit schéma pour expliquer comment on se libère en fait des rapports de domination. Il faut avoir une préconscience, puis conscientisation de ces rapports-là, de leur existence, puis une intention d'agir, une préparation et une action. Donc, quand on a conçu la méthodologie, on s'est appuyé là-dessus, on a fait une méthodologie en 4 étapes, parce qu'on sait que les entreprises d'insertion n'ont pas de temps, et on a voulu que cette méthodologie puisse s'insérer dans les pratiques quotidiennes. Les précédentes interlocutrices ont fait part des difficultés financières à mettre en place des ateliers d'échange de pratiques, etc. Donc, on a voulu essayer de faire en sorte que ça s'inscrive le plus possible dans les pratiques existantes. Une fois qu'on a élaboré cette méthodologie, donc on a fait une formation de 3 jours avec l'ensemble des personnes qui allaient mettre en œuvre la méthodologie dans les différents pays. Et donc, on a mis en place les ateliers
tout le processus était accompagné d'une évaluation qualitative avec des entretiens qualitatifs et une enquête un peu plus quantitative qui a concerné donc les accompagnants qui ont mis en place la structure, mais des personnes qui ont vécu la méthodologie, et des personnes accompagnées. Vous aurez remarqué d'ailleurs que je ne parle pas de public, mais de personnes accompagnées. Alors, cette méthode, en quoi elle consiste? Alors, je ne vais pas trop m'étaler dessus, je vais aller plutôt sur ce que ça a produit chez les personnes, puisqu'on va faire une formation qui est gratuite le 7 octobre, on va la présenter, mais rapidement, étape 1, devenir un génie de l'animation. Donc, en gros, là, c'est des clés pour animer cette méthode, des clés y compris conceptuelles, mais méthodologiques, etc. Étape 2, se projeter dans un monde utopique égalitaire. Donc là, on va identifier quels sont les rapports de domination à l'œuvre dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément une personne qui l'apporte, mais c'est celles qui sont les plus présentes dans l'entreprise. Donc, par exemple, bureaucratique, validisme, patriarcat, bien sûr, raciste. Et donc, quand on a identifié les dominations qui sont les plus présentes dans l'entreprise, on va choisir celle sur laquelle on travaille. Et quand on a travaillé cette méthodologie, quand on l'a mise en œuvre, ça s'est fait avec des groupes mixtes, c'est-à-dire des encadrants techniques, des chargés d'insertion socio-professionnelle, mais aussi des personnes accompagnées. Et ce double regard est évidemment très intéressant, avec des moments entre pairs et des moments tous ensemble. Le troisième atelier, on l'a appelé de manière très poétique « Dans ta gueule ». L'objectif, c'est de déclencher l'intention d'agir et de provoquer un choc, comme se nomme l'atelier, pour prendre conscience réellement ce que ça fait de subir des rapports de domination, de les vivre au quotidien. Et suite à ça, donc, étape 4, construire le plan d'action vers des relations égalitaires. Évidemment, le but, ce n'est pas de taper et de critiquer ce qui se fait, mais de se dire, mais et maintenant, comment on fait? Donc, comment on fait, par exemple, ça a été des actions qui ont été à l'issue de cette méthode. Vous me direz, c'est rien de très original, mais en tout cas, les groupes qui l'ont testé, c'était pour eux nouveau et ça leur a permis d'avancer. C'était par exemple des livrets d'accueil co-construits avec les personnes. C'était des recherches d'emploi faites avec des personnes et des encadrants et présentés collectivement devant l'ensemble des salariés en insertion. En fait, ça changeait la perspective et pour les personnes, ça les remettait en mouvement et ça permettait aux personnes qui étaient accompagnées d'avoir une autre place, en fait, de ne pas avoir juste une place de personnes en insertion, mais ça leur permettait de prendre une part active avec les autres et pour les autres, pour construire ensemble une nouvelle insertion. Donc voilà quelques enseignements que ça a apporté là. Ceux qui ont participé, et bon, Magali, là, on pourra en témoigner après ou pas. En tout cas, c'est de rendre visible de manière concrète certaines inégalités qui étaient présentes dans l'entreprise, qui étaient, comment dire, les personnes disaient oui, on se doutait, on sentait qu'il y avait des choses qui étaient des rapports inégalitaires. On le sait, qu'on n'a pas la même place que les personnes, mais on n'avait pas les outils pour comprendre lesquelles étaient les plus présentes et à quel point ces relations inégalitaires ont un impact sur le sentiment de bien-être, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez fort, parce que même si, évidemment, les professionnels et les professionnels que vous êtes, qui existent, connaissent les parcours de vie des personnes, savent à quel point c'est difficile de jongler avec des situations de précarité, avec tout ce que ça veut dire autour. Mais entre le savoir et le vivre à travers des audios, par exemple, à travers l'atelier notamment Dans ta gueule, ça permet vraiment de prendre conscience autrement, par le vécu incorporé, ce que ça signifie, le vécu des rapports de domination. D'autres éléments qu'ont permis cette méthodologie, donc l'acquisition de compétences transversales et d'éléments transversaux. Alors, ce n'est pas des compétences, mais en tout cas, c'est des éléments transversaux. Développement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Des personnes qui avaient, alors ça paraît évident, mais qui ont pu en confiance prendre une première prise de parole, puis prendre une place dans le groupe, apprendre à gérer des relations interpersonnelles, des relations avec des encadrants, comprendre les enjeux de la structure. Ce sont des éléments qui paraissent basiques, mais qui relèvent du pouvoir d'agir et qui ont
pu se mettre en place et se dégager assez rapidement, puisque 4 ateliers, c'était, ma foi, assez rapide, et ils avaient lieu sur une période de 6 mois. Voilà, apprentissage de la planification et du travail en équipe, en concertation avec donc, des personnes en insertion et des personnes chargées de l'insertion sociale et professionnelle. Et aussi donc, des apprentissages concernant les rapports de domination. Voilà, l'impact que les actions peuvent avoir sur autrui, ça c'est quelque chose qui était assez fort de prendre conscience de ça pour les personnes qui ont participé au travail. Voilà, je pourrais revenir après dans les questions, je ne vais pas plus m'étaler là. Donc, on a produit un guide méthodologique, et donc juste petite temps de publicité. On organise donc, je vous disais, une journée le 7 octobre, gratuite à l'IRTS à Montpellier, avec des temps de témoignage le matin et une table ronde avec la direction départementale de France Travail, avec Magali Blanc qui est ici présente, mais aussi avec la Fédération des acteurs de solidarité qui vont venir travailler à partir d'une conférence inversée sur ces questions. Et l'après-midi, un temps de mise en pratique concrète avec une formation-action sur la méthodologie pour permettre à chacun et chacune de s'approprier la méthodologie. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation, pour laisser un peu de place à la discussion. Merci beaucoup, Madame Poujol, pour la présentation du coup de ce projet et de cette méthodologie. C'est vraiment passionnant. Donc, je vais faire place au dernier témoignage avant de passer au temps d'échange et des questions-réponses. Donc, le témoignage de Madame Magali Blanc, qui est conseillère en insertion professionnelle et qui vient aussi du secteur plutôt médical, de la psychiatrie, psychologie, et qui a participé au projet Aladdin. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Voilà, donc moi, quand j'ai intégré mon poste, j'ai fait divers constats. Je vais y revenir après. Et de ces constats, j'ai décidé rapidement de travailler sur la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Alors, les constats qui ont changé depuis ma prise de poste, je vais vous donner les derniers, donc, et qui sont très importants. 13 millions de Français souffrent des troubles psy. Un tiers des troubles psy sont perçus comme synonyme de dangerosité par l'entourage. 50% des personnes concernées vont cacher leur état. Les 2 tiers sont mal informés et ont peur du jugement, du rejet, de la honte engendrée. Ce qui va entraîner un retard dans la prise en charge, un isolement social et des difficultés à s'insérer professionnellement. Les personnes souffrant de troubles psy sont capables de travailler grâce à des traitements adaptés, du soutien qui vient de la famille, de l'entourage proche et des structures qui accompagnent et des suivis. Notre intervention en tant que CIP-ASP doit se retrouver dans une posture bienveillante et sécurisée. Bienveillante et inclusive, en écoute active, en respect, en non-jugement et en ne forçant pas la parole. Parce que moi, la problématique de tout début de ma prise de poste, j'avais beaucoup de collègues qui émettaient des jugements. Voilà, elle est bipolaire, lui, il est ci, lui, il est là. Donc, je n'étais pas forcément très sympathique parce que je disais, tu n'es pas médecin. Tu n'as pas à poser des jugements médicaux sur des personnes. Et quand je parle de forcer la parole, c'est qu'un salarié ou une salariée va venir vous parler de différents problèmes et il faut laisser le temps à ça. Parce que si on force, on va se retrouver peut-être avec une bombe qu'on ne va pas pouvoir gérer. Donc, on va être très mal à l'aise et la personne accompagnée va l'être encore plus. Donc, il faut laisser le temps au temps. Je pars du principe que chaque personne que nous accompagnons dans nos structures et dans notre pratique mène une bataille dont on ne sait rien. Et pour moi, l'accompagnement dans l'humanité des personnes rencontrant des troubles psy, c'est considérer ces personnes dans leur globalité et arriver à garantir la stabilité et la continuité dans l'instabilité et la discontinuité, ce qui représente un point d'ancrage, c'est-à-dire accepter les avancées, mais surtout les reculs. Et il y en a beaucoup. En ce sens, j'ai organisé autour de notre ACI des points de soins, donc je me suis basée sur mon réseau,
Donc, j'ai travaillé avec les centres de soins, d'examen de soins mis en place par la CPAM des Pyrénées-Orientales, par le CLAT, l'hôpital de Perpignan, divers organismes, et le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au courant de mes démarches, et nous avons échangé autour de ça, a décidé de créer un partenariat avec Cohérence Réseau, qui est une structure vers l'autonomie par le rétablissement psychique, afin de nous épauler. Alors, je tiens à préciser, et je remercie le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, parce que nous sommes un département, l'un des plus pauvres de France, mais nous avons un conseil départemental très inventif et très épaulant. Notre SCI, ensuite, a répondu à un appel à projet venant de la phase sur le thème précarité-addiction. Nous avons été sélectionnés. Ce projet, dont nous sommes la CI Test, va permettre de mettre en place autour des structures de l'IAE un conventionnement avec le CARU d'Ascode, qui est le Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des usagers de la drogue, et le SAPA, qui est le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce projet, qui prendra fin en juin 2026 et après évaluation, sera étendu aux autres structures dans le but de constater, d'aider et de diriger. L'idée étant dans la démarche initiée, en permettant de rencontrer des professionnels tout en menant la personne concernée à une certaine autonomie autour du soin sans induire de notre part un besoin plus fort à l'accompagnement. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, je vais rejoindre Virginie donc, sur le retour du projet Aladdin, dont elle vous a expliqué un petit peu. Alors, ça a été une expérience formidable. Alors, je voulais vous faire part pour moi ce qu'est une domination. Le terme de la relation de domination fait référence à une relation inégale entre les individus. La partie dominante exerce une influence ou un contrôle sur la partie dominée. Elle peut imposer ses désirs, ses intérêts et ses valeurs. Cela entraîne des déséquilibres de pouvoir et des injustices. La mise en place de ce projet au sein de notre ACI découle d'une affirmation de ma part. Les dominations ne doivent pas être présentes dans nos structures et j'ajouterai dans notre pratique. Nous devons nous servir de cet outil afin de revoir certaines de nos méthodes et nos pratiques. Nous devons nous servir de cet outil, voilà, qui est important. Et nous, en tant que CIP et ASP, nous avons un devoir de légitimité à mettre en place cette nouvelle mission lors des COPIL et des différentes réunions, car les dominations imposées par l'État, parce qu'elles sont là aussi, résonnent toujours sur les salariés, tant pour les permanents que pour les CDDI. Pour ma part, j'ai établi une méthodologie, donc des entretiens individuels qui expliquent la démarche et le quiz à remplir, bénévoles et permanents compris, analyse des réponses, restitution et réajustement éventuellement de nos postures, dans le but de se projeter dans une relation égalitaire en écoutant, et ça c'est en gras, les personnes accompagnées sans imposer notre vision de leur devenir, souvent alimentée par notre expérience, certes riche, mais peut-être en décalage avec leurs désirs ou leur envie. Et je terminerai par vous dire une petite phrase, sans action, pas de changement, donc la balle est dans notre camp. Merci beaucoup, Madame Blanc, pour vos partages. Donc, ça conclut donc, ce temps de témoignage. Donc, je tiens vraiment à remercier chaleureusement tous les intervenants. C'était vraiment passionnant. C'est un vaste sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Et je pense qu'on a pu voir que essayer d'accompagner au mieux les salaires en insertion, c'est aussi savoir remettre en cause la posture d'accompagnant. Je vais laisser la place maintenant au temps d'échange et de questions-réponses. Vous pouvez aussi témoigner, parce que je vois que vous êtes plus d'une centaine de participants à ce webinaire, donc si jamais vous voulez aussi témoigner de votre expérience, ajouter des choses, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Et sinon, on va aussi prendre les questions qui sont dans le chat. C'est à vous, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, du coup, une question pour Madame Poujol concernant la formation action que vous proposez.
Donc, Madame Avril Muriel demande s'il est envisagé de faire une formation sur les territoires de la Haute-Garonne. Écoutez, ça peut s'envisager, ça peut s'organiser. Voilà. Pour l'instant, on a prévu, dans le cadre du projet qui se termine fin octobre, de faire cette formation-là. Mais s'il y a des envies, des besoins de faire une formation ailleurs, on peut co-organiser cette formation ou voilà, ça peut se travailler. Ce sera peut-être pas gratuit à ce moment-là, mais voilà. Je pense que j'essaie de regarder les questions. Donc, il y avait une question bien sûr de Madame Avril Muriel sur les activités qui sont proposées au sein de l'EBE Abeille Verte. Donc, oui, effectivement, l'abeille verte est composée de 3 pôles productifs en dehors du pôle support. Donc, un pôle autour du réemploi avec des activités de ressourcerie généraliste, des activités de réemploi du textile, atelier couture, boutique textile, des activités de démantèlement de menuiserie et qu'est-ce que j'oublie, une activité, oui, de réemploi des aides techniques médicalisées. Voilà, ça c'est notre branche réemploi. Ensuite, nous avons un pôle de service aux habitants avec une activité d'écomobilité sur la ville de Lodève, une activité de conciergerie pour les personnes les plus isolées et en difficulté, une activité de traiteur vegan pour les salariés de l'entreprise et que nous commençons à pouvoir ouvrir aux salariés des entreprises voisines sur le territoire. Une activité de médiation animale. Nous travaillons auprès des EHPAD, auprès des personnes âgées, mais aussi des instituts voilà, pour du public en difficulté, ITEP, etc. J'espère n'oublier personne, sinon mes collègues vont être fâchés. Et enfin, un 3e pôle autour de la production alimentaire, où là, nous sommes sur du maraîchage biologique et nous souhaiterions pouvoir développer le potager à façon, donc pouvoir aller construire et entretenir ou entretenir des potagers, soit au domicile de personnes alors, qui n'ont plus la santé physique pour l'assumer, des personnes qui sont en activité professionnelle, qui n'ont pas le temps, mais qui souhaiteraient pouvoir obtenir ce service. Nous avons aussi un service de déménagement, aérogommage, des travaux, une équipe travaux, donc qui fait à la fois les travaux en interne pour réhabiliter nos locaux, puisque dans le projet, nous avons dû lutter pour trouver des locaux qui étaient désaffectés. Et c'est vraiment au fur et à mesure que nous les mettons voilà, aux normes pour pouvoir les intégrer pour les différentes équipes. Et cette équipe travaux a aussi une activité pour l'autre moitié de prestations en externe. Et notamment, nous avons voilà, nous avons ouvert pas mal de chantiers sur les pierres sèches, accompagner particuliers et ou collectivités pour la réhabilitation des murs en pierres sèches. Je vous invite, nous avons un site, donc l'abeille verte, www.l'abeilleverte.net. Je vous invite tous, chacun et chacune, à aller le visiter. Et il sera exhaustif et ça vous permettra de voir un petit peu où nous nous situons. Merci, Madame Donner, pour votre réponse très complète. Alors, une question de Madame Oustric Julie. C'est pour Madame Blanchet. Je suis chargée de projet Cap Emploi 31 et intéressée pour mutualiser les contacts par rapport au psychologue qui intervient dans votre structure. Donc ça, peut-être qu'on pourra partager les adresses mail ou les numéros de téléphone et vous pouvez échanger ultérieurement à ce sujet. Étant donné que je ne vois pas d'autres questions, Madame Blanchet, peut-être que vous souhaitez développer un peu plus sur les ateliers d'analyse de pratique, peut-être que vous avez mis en place récemment.
Oui, donc oui, donc pour répondre à la question, c'est Didier Salle qui intervient chez nous, donc S-A-2-L-E-S, qui est psychologue d'ailleurs rattaché sur le 31, il me semble. Développer, oui, sur les groupes d'analyse de pratique. Bon, comme moi, j'y participe pas, évidemment. Voilà, moi, j'ai que les retours. Mais non, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'était d'intervenir aux deux points bloquants, enfin, à deux niveaux de difficulté. Sur l'aspect salarié, donc mise en place de cette permanence, et c'était répondre aussi à une attente des salariés permanents, d'avoir un espace d'échange cadré où elles peuvent communiquer, s'exprimer sur des situations. Après, voilà, moi, je sais pas vraiment ce qui s'y dit, mais le fonctionnement reste le même. L'idée, c'est que chacune partage une expérience. Alors, ces groupes d'échange de pratiques, on les met en place à peu près tous les 2 mois. L'idée, c'est de partir pour chacune d'une expérience vécue dernièrement et puis de chacune s'entraider, s'apporter des conseils par rapport à ça, par rapport à cette situation. Et donc Didier, le psychologue, lui apporte évidemment son expertise et son savoir et permet un peu de théoriser les choses et ce que je disais tout à l'heure aussi, de prendre du recul sur la situation. Et pour les permanentes, mais encore que des filles, de la structure, le retour que j'en ai, c'est que c'est encore quelque chose, un outil en plus qui est proposé, qui leur est bénéfique et qui leur permet de faire évoluer leur pratique, de l'adapter et d'envisager aussi les choses parfois de façon plus sereine, parce que ça reste un travail, un métier compliqué où on est le réceptacle de beaucoup de choses, elles le sont en tout cas. Et voilà, ça permet de mettre à distance et de se sentir mieux dans sa pratique, je pense. Voilà, donc c'est une bonne expérience. Et pour le coup aussi, là, financé aussi sur des fonds propres. Alors, je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur d'éventuels appels à projets ou façons de financer ça parce qu'il y avait un petit peu une urgence à le mettre en place. Mais je pense que je vais essayer de m'y pencher pour 2026. Merci beaucoup pour ces apports. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez aussi témoigner. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de conseillers en insertion professionnelle parmi les participants, donc si vous souhaitez témoigner de votre expérience, etc., sentez-vous libre. Alors du coup, moi j'en profite aussi parce que Madame Domer, on avait discuté ensemble, vous étiez précédemment conseillère en insertion professionnelle aussi d'un public bénéficiaire du RSA. Et je pense que Monsieur De Oliveira et Klein, vous avez aussi travaillé sur ce public-là dans vos recherches et vous avez mis en place certaines actions à l'époque qui pouvaient être assez inspirantes, en tous les cas, qui avaient fonctionné auprès des personnes que vous accompagnez. Donc, est-ce que vous souhaitez nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui. Donc oui, effectivement, c'était dans le cadre de ce qui est devenu aujourd'hui la Convention pour l'accompagnement intégré, qui était l'ancienne action de mobilisation vers l'emploi conventionnée par le Conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA, et ce sur le territoire de Rodez pendant une dizaine d'années. Et alors effectivement, c'était tout public, avec un cahier des charges et des attendus en termes de résultats sur les entrées en formation, la mise en place de stages, l'accès à des CDD, CDI qui étaient contraignants face aux difficultés du public. Donc la première chose qui m'a semblé bon de faire, c'était effectivement, en tant que conseillère en insertion socio-professionnelle, de pouvoir me positionner auprès des différents partenaires comme la personne, comment dire, charnière entre ces différents interlocuteurs, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est d'accueillir l'ensemble, en tout cas quand la confiance
est conquise et que l'espace est sécurisé pour la personne que nous accueillons, c'est d'accueillir effectivement le panel de difficultés rencontrées, dont certaines ne relèvent pas de nos compétences, et pour autant existent et parfois sont un réel frein pour la mise en place d'autres actions. Donc, de fait, nous avions, dont j'avais, impulsé la mise en place de rencontres pluridisciplinaires avec les acteurs sociaux, donc référents uniques, et l'ensemble des partenaires donc, qui agissaient autour de la santé, donc via Voltaire pour la santé, des actions logement, etc., afin de prioriser les actions à mettre en place, d'articuler, de trouver le bon déroulé de déclencheurs leviers pour amener les personnes vers l'insertion, et notamment pour les personnes qui en étaient le plus éloignées, au-delà de toutes ces actions de levée d'obstacles et d'empêchements. Il m'avait semblé que c'était des personnes qui étaient rentrées dans une certaine léthargie de qui je suis, ce que je peux faire, ce qui m'est accessible. Donc, il m'est venu l'idée de collaborer, de trouver des personnes dans mon réseau autour des activités artistiques pour monter un projet, en mettant en avant que l'espace que je voulais ouvrir était la rencontre avec soi-même et avec l'autre, dans des activités avec aucun enjeu, si ce n'est de réhabiter son corps et son esprit. Et j'ai eu la chance sur le Cœur d'Hérault, donc là c'était plus large, d'avoir des intervenants extraordinaires et engagés justement dans le pouvoir d'agir, le développement de l'estime de soi des personnes qui en étaient privées. Donc autour d'activités circassiennes. Donc c'était avec une compagnie qui s'appelle Le Point de Singe sur Clermont-Lérault. Nous avons également collaboré avec une artiste clown professionnelle, mais aussi sur le champ de la percussion, de la danse et du chant africain, et enfin sur des activités théâtrales. Alors je peux vous dire que c'était un projet qui pouvait rendre mes collaborateurs et partenaires dubitatifs. Pour autant, les résultats ont été probants. Alors, et quand je dis qu'ils ont été probants, c'est pas. Alors, moi, je peux en attester, mais je peux aussi vous dire que l'ensemble des partenaires sociaux, notamment les référents uniques, ont de manière très claire vu s'opérer des changements chez ces personnes qui étaient accompagnées parfois depuis des années et pour lesquelles il y avait parfois des postures défaitistes en disant c'est cyclique, ça revient, on ne trouve pas de solution. Voilà, il y avait des choses qui s'ouvraient dans le pouvoir d'agir, de se réancrer. Ça nous a parfois permis également, pour des profils pour lesquels on avait une difficulté à cerner le type d'empêchement, de se rendre compte qu'effectivement, il y avait des situations avec des troubles de la psychique et qui ont pu être pris en considération, accompagnés et voilà, stabiliser, ça peut stabiliser ces personnes-là. Merci beaucoup pour ce partage-là aussi, avec une autre expérimentation qui du coup a été probante, comme vous le disiez. Donc il nous reste une dizaine de minutes. Je vais prendre quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, une question de Madame Masson-Ophélie. Sur les études menées, y a-t-il une différence de résultat entre le jeune public 16-25 ans et le reste de la population ciblée? Les jeunes ont-ils plus besoin d'un accompagnement plus directif qui pose le cadre et leur permet de s'appuyer dessus? Et à partir du cadre, se tourner petit à petit vers l'autonomie? De même, y a-t-il une différence entre femmes et hommes? Merci pour vos réponses. Alors, si je peux répondre, enfin je vais répondre directement.
Dans les études qu'on avait faites, on avait pris en compte quelques variables comme sexe, âge, on avait mesuré diplôme aussi. Voilà, on avait quelques données sociodémographiques et notre manière de contrôler s'il y avait un effet, justement, un désir plus fort, justement, du côté des plus jeunes publics, de plus de contrôle, etc., etc. On testait la force de nos résultats en tenant compte, voilà, de ces variables-là. Et on n'a pas eu de lien qui apparaissait. On n'a pas vu que, voilà, en fonction de l'âge, en fonction d'autres variables, il y avait des liens supplémentaires qui apparaissaient ou que nos liens existants devenaient plus faibles, plus forts. Donc il n'y a pas eu d'impact particulier de ces variables-là sur nos résultats. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. Donc, une autre question de Monsieur Arevalo Ricardo, de Droit à l'emploi 66, qui demande, c'est une question pour toute la salle, là, même pour les participants. Est-ce que dans les participants à ce webinaire, une personne physique ou morale utilise la paire aidance dans son volet insertion professionnelle? Donc, je ne sais pas si parmi les intervenants déjà, il y a quelqu'un qui utilise la paire aidance ou pas. Ou sinon, parmi les participants, vous pouvez répondre pareil dans le chat ou en prenant la parole. Voilà, je vous laisse peut-être quelques secondes pour réagir. Ou peut-être que ce n'est pas une pratique qui est utilisée, je ne sais pas. Madame Domer, oui, je vois que vous levez la main. Oui, je vais répondre sans être assurée D'accord. qu'on soit totalement sur ce concept-là, mais effectivement, notre équipe de la conciergerie, donc, qui est sur des services aux habitants en précarité, a aussi à charge lorsque l'un de nos salariés se retrouve en situation difficile d'isolement à domicile pour des raisons de santé, d'hospitalisation, etc. Voilà, il y a une priorité qui est donnée pour accompagner aussi bien dans les démarches administratives que les prises de rendez-vous, etc. Donc, on n'est pas tout à fait sur le sujet, mais en tout cas, voilà ce que nous mettons en place. D'accord. Ah, merci pour ce retour. Donc, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va bientôt conclure ce webinaire. Donc, c'est un peu les dernières chances pour intervenir ou poser des questions. N'hésitez pas. De même, pour les intervenants, si jamais vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez à ce moment-là. Donc, je vous rappelle que les supports, du coup, vous seront partagés et qu'un replay du webinaire sera disponible prochainement. Hop, et aussi le lien du coup d'inscription pour la formation action autour du projet Aladdin vous sera également communiqué. Donc voilà, là je vous remets un peu la slide qui présente cette journée. Vous pourrez donner suite justement à ce webinaire si jamais vous êtes intéressé. Je pense qu'on peut conclure du coup. Donc encore une fois, un grand merci pour vos interventions, pour vos témoignages. C'était vraiment très très riche. Et merci aux participants aussi voilà, de vous être connectés, d'être venus. N'hésitez pas à partager évidemment le replay autour de vous une fois qu'il sera disponible. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt.